à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'Institut des hautes études de défense nationale de Paris ouvre ses portes aux Sénégalais. Annonce faite lors de l'audience que le chef de l'État a accordée aux auditeurs de cette école française qui œuvre à la promotion d'un esprit de défense depuis près de 80 ans. Dans notre série sur Sandaga et ses extensions, nous vous présentons ce soir la rue de Tionk, célèbre pour la gendarmerie qu'elle abrite. Focus également sur les avenues Lamine Gueye et Pompidou, connues pour les nombreux commerces implantés tout au long. Nous irons également à la rencontre des Libanais de Sandaga. Dans l'actualité religieuse, nous ferons le point sur les préparatifs du 136e appel des Layènes. Dans l'actualité religieuse, nous ferons le point sur les préparatifs du 136e appel des Layènes qui démarre ce dimanche. Donc, les projets d'infrastructure de l'État sur les sites, le dispositif sanitaire ainsi que l'appui de l'État pour la réussite de l'événement. Et comme invité dans cette édition, nous recevons le président du Conseil patronal des énergies renouvelables au Sénégal. Avec M. Abdou Fall, nous échangerons sur les objectifs de cette plateforme mise en place par le privé sénégalais et qui ambitionne d'accompagner l'État dans la promotion des énergies renouvelables. Je le disais en titre, le chef de l'État a reçu les auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale de Paris. Cette école qui ambitionne et qui contribue donc à la promotion d'un esprit de défense depuis près de 80 ans. Les responsables impressionnés par l'attachement aux valeurs de défense et de sécurité du président de la République. Ainsi ont-ils accepté la demande du chef de l'État d'envoyer un auditeur à la prochaine session. Explication Oumar Nying. Face au président de la République, la 68e session de l'Institut des hautes études de défense nationale de Paris. L'école contribue depuis près de 80 ans à la promotion d'un esprit de défense. Monsieur le Président, on est au Sénégal parce que nous avons à réfléchir à un sujet qui est la puissance et la sécurité. On a reçu 2 piqûres ce matin, une piqûre d'enthousiasme au CHED, une piqûre de détermination et d'espoir quand on a entendu les conférences sur la manière dont la politique globale était conduite. Et puis enfin, je dirais une piqûre, et ça c'est la plus importante, de volonté politique d'aboutir dans un contexte qui n'est pas facile. Et avec humilité, je vous dirais, c'est une petite leçon pour nous, mais on repart avec quand même beaucoup de détermination de chaque conférence. Merci, nous sommes très honorés. Vous aurez donc compris l'attachement qui est le nôtre, l'attachement aux valeurs de la défense et de la sécurité qui sont les garants de la démocratie et du mieux vivre ensemble. Dakar est donc une étape importante, un voyage qui va nourrir la réflexion de cette promotion. Nous avons vu qu'au-delà des moyens qu'on peut avoir ou de l'idée qu'on se fait de soi-même, on peut avoir une capacité d'influence, de modifier la trajectoire des événements, comme au Sénégal, en n'ayant pas forcément des moyens considérables, mais en ayant des moyens d'intelligence, de convergence. Et que ce qui fait école, qui fait résonance chez nous, c'est qu'il faut beaucoup de volonté politique pour mettre en œuvre des politiques de développement, des politiques d'aménagement urbain, chez vous des politiques de développement dans différents domaines. Et c'est ce que nous avons compris en étant ici. C'est connu, l'environnement actuel est devenu complexe pour tous. Et le Sahel n'est pas épargné. La réflexion stratégique est donc une nécessité face à la menace terroriste. Le président Macky Sall y invite ses hôtes. Nous avons avec la France l'organisation annuelle d'une conférence sur la sécurité en Afrique. Et nous sommes à la 2e édition, nous venons de faire la 2e. La 3e se fera au mois de décembre, début décembre. Il serait possible peut-être qu'on implique les 2 instituts sur l'animation de cette conférence qui voit la participation de quelques chefs d'État, mais surtout des généraux des armées françaises et africaines, mais aussi les experts des Nations Unies qui travaillent dans le secteur du maintien de la paix et de façon générale les universitaires qui travaillent aussi sur les questions de défense et de sécurité. C'est acquis.
L'Institut des hautes études de défense sera de la partie au prochain forum de Dakar sur paix et sécurité. De même, les responsables accèdent à la demande du président de la République d'envoyer un auditeur à la prochaine session. Avec des cadeaux en appui, la promotion exprime toute sa gratitude au chef de l'État. Le chef de l'État a également reçu Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe de Paris. L'entretien a porté sur l'organisation prochaine d'un forum sur les liens entre le monde arabe et l'Afrique. L'ancien ministre compte s'inspirer de l'originalité et la richesse de l'islam en Afrique, particulièrement au Sénégal. Il est au micro de Oumar Nying. C'est une visite d'amitié et de travail. J'ai entretenu le président de la République de notre projet d'organiser à Paris un grand événement l'année prochaine sur les liens entre le monde arabe et l'Afrique. Ce sera une exposition très importante sur l'histoire de l'islam africain et nous avons échangé quelques impressions et j'ai eu la chance de cet entretien qui m'a permis de mieux comprendre encore ce qu'était l'originalité et la richesse de l'islam en Afrique. Et particulièrement et spécialement au Sénégal, à travers les confréries, à travers toute l'histoire même de cette présence de l'islam qui est très ancienne. Ce sont plusieurs siècles que nous allons raconter de cette appropriation par les Sénégalais de l'islam auquel les Sénégalais ont apporté un souffle et une lumière nouvelle. L'apport sénégalais sera déterminant pour cette exposition sur le monde arabe et l'Afrique et nous avons convenu avec le président de nous revoir dans quelques mois pour faire le point de l'avancement de ce projet. Comme promis hier, on vous parle aujourd'hui des projets de seconde génération dans la zone de Diamniadio. Après la réussite des projets de la première phase, comme l'échangeur de connectivité qui offre beaucoup d'opportunités, le chef de l'État va procéder lundi au lancement des travaux de la deuxième phase. Le point avec Ibrahim Ndonga. Si Diamniadio était encore humain, voici ce qui en serait son cœur. Cet échangeur de connectivité qui déjà commence à jouer un rôle important pour la ville. Ce diffuseur donc permet d'assurer la connectivité à l'intérieur de la ville de Diamniadio. À droite, donc à 300 mètres, nous avons donc le premier giratoire qui dessert la ville du côté du centre international de conférence d'Abdou Diouf à Diamniadio qui se trouve à 800 mètres de nous. Et à gauche, derrière nous, nous avons aussi le second giratoire qui vient raccorder la nationale 1. Ça consacre essentiellement les options d'accès à la ville de Diamniadio, ne porte pas essentiellement sur un parcours payant. Tout usager a la possibilité de choisir un parcours non payant qui sera raccordé sur cet échangeur-là. Donc ça consacre des mouvements structurants et opérationnels à l'intérieur de la ville de Diamniadio. L'ouvrage offre donc beaucoup d'opportunités et facilite surtout la mobilité des populations. La connectivité de cette ville, c'est aussi la possibilité de raccorder la ville de Diamniadio à Dakar en 20 minutes à travers l'autoroute à péage. Nous sommes aussi à 17 km de l'aéroport international Blaise Diagne. Raccordement qui est fait aujourd'hui par le tronçon autoroutier, donc l'autoroute à péage, mais aussi on se trouve à 18 km de la Petite Côte. Nous sommes aussi à 7 km du port minéralier de Bargny qui est aussi une structure opérante qui viendra donc s'adosser au projet du plan Sénégal émergent. C'est l'une des réalisations des projets de première génération, un succès qui était à l'origine du lancement de la seconde génération de projets. Nous avons le parc d'exposition qui sera logé dans l'enceinte du CICAD. Nous avons un hôtel aussi de 5 étoiles qui sera également logé dans l'enceinte du centre du CICAD. Et le stadium Omnisport qui sera également dans le 4e arrondissement. Il y a aussi un autre projet de grande envergure. Il s'agit du train express régional sur un trajet de 36 km. C'est le train express régional qui viendra aussi constituer une autre option de raccord à la ville. Ce train express régional qui va rallier le centre de ville de Dakar à la ville de Diamniadio sur une longueur de 36 km, donc permettra aussi à d'autres options, d'autres clients,
notre filière de passagers peut se raccorder à la ville de Diamniadio. Donc, ce sera possible de vivre à Diamniadio, travailler à Diamniadio parce que cette ville opère à un principe de mixité urbaine et de mixité sociale. Le lancement de la seconde génération de projets témoigne à suffisance de la volonté de l'État du Sénégal de faire de Diamniadio une ville moderne. À terme, Dakar sera désengorgé par la délocalisation de beaucoup de ministères, mais aussi de plusieurs activités. Renouvellement des accords de siège des fondations Konrad Adenauer, Frédéric Naumann et Frédéric Ebert. Les représentants résidents ont signé des conventions au ministère des Affaires étrangères. L'objectif est d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre des politiques publiques. Compte rendu Ndeye. La signature de ces accords de siège entre l'État du Sénégal, les fondations Frédéric Ebert, Konrad Adenauer et Frédéric Naumann permet à ces institutions de continuer légalement leur travail au Sénégal. Approfondissement de l'état de droit, participation au mieux-être des populations, les défis sont importants. Je crois que la signature de ces accords de siège permettra à vos fondations non seulement de mieux prendre en charge la problématique liée à vos activités de développement, mais également d'accompagner davantage le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Ces fondations comptabilisent 30 à 40 années de présence au Sénégal. Après avoir salué leur intervention, le ministre des Affaires étrangères les a invités à continuer dans cette lancée en tenant compte du principe de non-ingérence. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour mettre en exergue l'excellent travail accompli par vos fondations respectives présentes au Sénégal depuis de nombreuses décennies. Il s'agit, en gros, d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de ses politiques publiques. Énième séance de négociation entre syndicats de l'enseignement et gouvernement. Toujours pas de solution. Les négociations se poursuivent malgré les nombreux points de satisfaction obtenus. Les syndicats continuent d'adopter la position radicale consistant à poursuivre leur plan d'action. Les questions de logement, la carrière des enseignants sont autant de points posés sur la table. Le compte-rendu de Habibou Mbaye. Près de 6 heures d'horloge dans une salle de négociation entre gouvernement et syndicats. À l'heure actuelle, les deux parties ne semblent pas trouver une issue heureuse. Ils se comprennent certes, mais ne parviennent toujours pas à fixer un délai pour mettre fin aux perturbations scolaires. Et nous sommes une grande organisation syndicale constituée de plus de 30 organisations syndicales. Par conséquent, notre responsabilité est sereinement d'évaluer, comme ici on a travaillé sereinement le lundi à 10h au siège de l'US, sereinement d'évaluer la situation, de partager avec nos 54 points focaux à travers les départements et de prendre une position pour une école de qualité, une position pour une école effectivement stable, mais également dans la vérité. Nous avons un plan d'action qui va démarrer la semaine prochaine. Nous avons donné beaucoup de temps au gouvernement du Sénégal. Maintenant, nous sommes en contact permanent. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous allons évaluer ces propositions et nous allons rendre compte et nous aviserons. Le gouvernement semble s'inscrire dans une dynamique de satisfaction des points de revendication, mais ceci comporte des incidences que les ministres en charge étudient avec beaucoup de responsabilités. Les accords signés en 2014, desquels nous avons extrait essentiellement 14 points qui ont été traduits en décision du président de la République, que ces accords concernent à la fois la carrière des enseignants par rapport à la délivrance des actes. Et pour cela, justement, vous le savez, il y a plusieurs opérations coup de poing qui ont été réalisées au niveau du ministère de la fonction publique. Les actes issus de ces opérations coup de poing font l'objet d'une prise en charge au niveau du ministère de l'économie et des finances. Il y a également toujours, dans le cadre de la prise en charge de la carrière des enseignants, la validation des années de contractualisation et de vacation qui était une préoccupation forte des enseignants, qui a fait l'objet l'année dernière de modifications de la loi, de prise de décret d'application, qui est actuellement en train d'être mise en œuvre. La ZAC de Kounoun, qui jusqu'à présent ne disposait ni d'eau ni d'électricité, aujourd'hui en dispose. Les actes relatifs à cette ZAC sont en train d'être mis à disposition des agents. Donc, ça c'est la question aussi de l'habitat. Nous avons évoqué la question de la formation diplômante. À notre niveau, nous pensons qu'il n'y a pas de blocage. Parce que sur chacune des 14 décisions que le président a prises en
2015 et qui sont issus même des accords que nous avons signés avec les syndicats, toutes les questions ont fait l'objet de prise en charge, soit totale, soit partielle, parce qu'il y a aussi des questions qui ne peuvent pas être prises en charge globalement d'un seul tenant. À presque la fin de l'année scolaire, le système éducatif sénégalais semble être sacrifié sous l'autel d'intérêts non encore satisfaits de syndicats qui posent des conditions pour lever le mot d'ordre sous réserve de la consultation de ces bases constituées d'enseignants. Malgré les blocages, la coordination des inspecteurs d'académie du Sénégal soutient qu'à ce jour, le quantum horaire et les programmes scolaires ne sont pas menacés. La structure élargie aux directeurs nationaux a évalué l'impact de la grève des syndicats d'enseignants sur l'exécution des programmes scolaires. C'est un compte-rendu de Pape Kolingom. En moins de 2 mois des examens de fin d'année, la grève des syndicats d'enseignants persiste, les élèves s'inquiètent, les parents d'élèves angoissés, les gestionnaires des systèmes éducatifs évaluent et rassurent. Le pourcentage des enseignants ayant observé plus de 10 jours de grève est de 7,7% au préscolaire et à l'élémentaire et de 13,33% au moyen secondaire. Sur l'ensemble des collèges et lycées du pays, c'est respectivement 34,83% et 18,75% des établissements qui ont tenu leur conseil de classe. Après analyse des rapports, le collectif des inspecteurs d'académie estime qu'il n'y a pas péril en la demeure, du moins pour l'instant. Les progressions sont satisfaisantes dans tous les ordres d'enseignement. C'est pourquoi la coordination des inspecteurs d'académie élargie propose de poursuivre les enseignements-apprentissages jusqu'au 15 juin 2016, de programmer les compositions à partir du 16 juin 2016, de fixer les dates des compositions des classes de 3e et de terminale dans la première quinzaine de juin. La rencontre d'Ombourg a été aussi une occasion pour lancer un énième appel aux syndicats d'enseignants à un esprit de dépassement et un sens des responsabilités pour un retour définitif de la stabilité à l'école. Alors, le Conseil national, le Conseil patronal pour les énergies renouvelables du Sénégal a été officiellement lancé jeudi dernier chez une première rencontre qui a permis à ses membres du Conseil patronal des énergies renouvelables de dévoiler leur feuille de route. Justement, pour parler de cette feuille de route, nous recevons sur ce plateau le président de cette plateforme, M. Abdou Fall. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, tout d'abord, à quoi renvoie cette plateforme, c'est-à-dire le Conseil patronal pour les énergies renouvelables du Sénégal? Le COPERES est une organisation qui regroupe les acteurs des différentes filières des énergies renouvelables au Sénégal, ceux qui sont dans les filières industrielles, construction de centrales avec injection au réseau, ceux qui sont dans la filière de construction de mini-centrales à usage local, dans des zones où l'électricité n'est pas présente, où l'accès à l'électricité n'est pas encore garanti pour l'instant, et ceux qui sont également dans les équipements solaires à usage productif, dans les activités productives, pour la satisfaction des besoins domestiques des ménages, mais également pour la prise en charge des besoins au niveau des différentes structures de caractère communautaire, les écoles, les dispensaires, mais également pour l'éclairage public. Nous avons toute cette gamme de produits portés par des différents acteurs de la filière énergie renouvelable, qui est une sous-composante de l'énergie de façon générale, qui se sont regroupés dans une organisation patronale, en l'occurrence le COPERES, pour gérer, comme vous dites, une plateforme, voilà, en liaison avec les pouvoirs publics, les organisations communautaires, sous-régionales, africaines, internationales, mais également avec les partenaires techniques et financiers. Et quelle est votre feuille de route? La feuille de route, après la mise en place de la structure, vous savez, on est dans un contexte historique
qui est extrêmement favorable à la promotion des énergies renouvelables. Vous savez, aujourd'hui, il est admis par tous, quasiment, que pour ce qui concerne les questions climat, l'Afrique est aujourd'hui la solution pour la planète. En ce sens que nous sommes face à tous les enjeux climatiques, le réchauffement de la Terre, les problèmes liés à l'avancée de la mer, les érosions côtières, les problèmes liés à la dégradation des sols et à la perturbation pluviométrique, qui sont les conséquences justement d'une industrialisation polluante. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de menace tel qu'il y a eu un sursaut au niveau de la communauté internationale pour dire il est temps qu'on arrête. Et c'est ça l'enjeu de la réunion de Paris. Et au sortir de cette réunion, c'est la première fois que des accords ont été scellés au niveau des États. Et également, c'est la première fois que chacun des différents pays, parties prenantes, est venu avec un programme national. Et à partir de là, pour ce qui concerne l'Afrique, c'est la première fois que les 54 chefs d'État africains s'entendent sur une initiative sur les énergies renouvelables pour faire jouer aux énergies renouvelables une place importante dans le mix énergétique de nos pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a eu une réaction de la communauté internationale par une réponse en termes de financement, conformément à l'appel d'ailleurs lancé à l'époque par le président Macky Sall, qui avait insisté fortement pour qu'on ait des subventions et des financements additionnels, premièrement, et deuxièmement, qu'on s'est fixé l'objectif de réalisation de 10 gigawatts, autrement dit 1000 mégawatts d'énergie solaire à l'horizon 2020, sur 5 ans. Et c'est ainsi que des financements de 10 milliards de dollars ont été prévus. Et dans ce cadre, la France, au sortir de la réunion de New York, s'est engagée à décaisser immédiatement sa quote-part de 2 milliards. Alors, donc nous avons un environnement extrêmement favorable avec la maîtrise des technologies solaires pour pouvoir produire, satisfaire nos besoins énergétiques, atteindre l'objectif de notre indépendance énergétique sans recourir à des sources polluantes. Et c'est cette opportunité que nous voulons saisir, et il y a un engagement très fort du secteur privé pour qu'à côté de la société civile et des pouvoirs publics, nous puissions saisir cette opportunité pour avancer résolument vers la satisfaction des besoins par les moyens de ressources non polluantes, le solaire, les sources hydrologiques et les sources éoliennes et en même temps la biomasse. Justement, les opportunités sont là, bien réelles, les défis également sont énormes, M. Fall. Alors justement, quelles sont les actions que vous comptez mener dans l'immédiat pour atteindre vos ambitions? Alors, c'est de ce point de vue que la réunion de mercredi dernier a été une réunion très importante. Parce que déjà, depuis l'année dernière, nous avons bénéficié d'un soutien très fort du président Macky Sall, en sa triple qualité de président de la République du Sénégal, de président du Conseil d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, et en sa qualité également de président en exercice de la CEDEAO. Il nous avait aidé, à la veille de la COP21 de Paris, à organiser une grande réunion africaine qui a regroupé une vingtaine de pays, avec la société civile, le secteur privé, les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques, pour élaborer une plateforme qui permet au secteur privé, pour une fois, de se faire entendre et de demander au pouvoir public, au gouvernement, au chef de gouvernement, de porter la voix du secteur privé, ce que le président Macky Sall nous a accordé et qu'il a fait avec brio. Alors, donc c'est tout ça combiné qui fait que c'est dans cette dynamique que nous avons créé la COPEREF, le COPERES plutôt, et que nous nous sommes fixés comme objectif d'engager des négociations avec les pouvoirs publics. Et nous avons été rassurés de l'engagement du Premier ministre, du ministre de l'Énergie, du ministre de l'Environnement, du ministre des Finances, du ministre des Investissements, qui tous ont envoyé, se sont fait représenter à des niveaux très élevés à notre réunion de lancement, ce qui nous rassure quant à la volonté de l'État de construire les bases d'un partenariat public-privé solide pour que, du point de vue de la création d'un cadre législatif et réglementaire favorable à la promotion des énergies renouvelables, du point de vue de l'accès au financement, du point de vue de notre présence dans les différentes institutions où se négocient les tarifs, les questions de tarification, mais du point de vue aussi de la certification pour avoir la garantie que les produits qui seront sur le marché sont des produits qui sont
aux normes. Sur toutes ces questions, nous avons construit une plateforme et nous allons engager une négociation avec les pouvoirs publics sénégalais, mais avec les organisations communautaires telles que l'UEMOA, la CEDEAO, qui sont très impliquées sur ces questions, et enfin avec l'Union africaine. Donc voilà un peu les éléments de plateforme, et c'est pourquoi nous sommes en train d'enclencher un processus d'organisation à l'échelle nationale. À l'échelle sous-régionale, nous avons créé au mois de janvier dernier l'association des producteurs d'énergie renouvelable de l'espace CEDEAO, dont un de nos collègues sénégalais est le vice-président, et moi-même, en l'occurrence M. Abdoulaye Ba, est le vice-président. C'est dirigé par un jeune burkinabé très engagé sur ces questions, et ils m'ont fait l'amitié et l'honneur de me nommer président d'honneur de cette organisation. Et nous allons saisir la prochaine deuxième édition de notre réunion africaine sur les énergies renouvelables pour accélérer le processus de construction du CAPER qui sera l'organisation africaine, le Conseil africain pour la promotion des énergies renouvelables. Parce que nous voulons que dans toutes les instances où ces questions se discutent, surtout au regard des enjeux financiers, déjà 2 milliards de dollars ont été, la France s'est engagée à mettre en place sa quote-part de 2 milliards de dollars, c'est quand même 1000 milliards de francs CFA. Il faut que dans les différentes instances où ces questions se traitent, le secteur privé soit présent et la société civile. Justement, à l'issue de la COP21, des financements ont été annoncés. Quel est le mécanisme que vous comptez mettre en place pour capter ces financements? Bon, le mécanisme, c'est les États qui en décident. Et déjà, l'engagement qui avait été pris à la COP et qui a été confirmé à la dernière réunion de Paris, c'est que la BAD avait été désignée pour être l'organe technique, disons l'agence d'exécution de ce programme, sous le contrôle de l'Union africaine et des différentes institutions. N'oublions pas quand même que le président Macky Sall est le président du Conseil d'orientation de NEPAD et qu'à ce titre, les questions d'énergie est légère. Je pense aussi que le président guinéen a été responsabilisé un peu sur ces sujets. Donc, l'option qui semble se présenter, c'est d'installer une agence africaine qui sera sous le contrôle technique de la BAD, sous le contrôle politique de l'Union africaine, et que maintenant nous souhaitons en tant que secteur privé que au niveau de cette agence, nous puissions être présents pour pouvoir participer à la définition des règles et des modalités d'accès à ces fonds-là. Parce que souvent, ce qui se passe, avouons-le, c'est que les pays donateurs sont les seuls avec les fonctionnaires en général et les banquiers à décider des règles, et souvent les règles arrêtées posent des problèmes du point de vue de la possibilité d'accès à ces financements pour le secteur privé africain. Et c'est pourquoi nous, on a décidé d'être présents pour jouer notre partition, être là où les choses se décident. Dernière question, les perspectives pour capitaliser toutes ces potentialités qu'offre l'Afrique, le Sénégal en matière d'énergie renouvelable? Les perspectives, c'est quoi? Bon, d'abord, l'enjeu fondamental, c'est l'atteinte de l'indépendance énergétique du continent. Il n'est plus acceptable pour les acteurs politiques africains, pour les élites scientifiques et intellectuelles africaines, pour le secteur privé africain, la société civile et les citoyens africains, que l'Afrique recèle un potentiel de ressources, d'énergie propre qu'aucun autre continent n'a, et qu'aujourd'hui l'humanité ait créé tous les instruments en termes de technologie pour transformer ces technologies, ce potentiel en énergie. Au regard de ce que l'énergie représente dans tout processus de développement, nous considérons que nous avons là une opportunité historique à ne pas rater. Et c'est pourquoi nous, en tant que secteur privé, on est engagé et déterminé à jouer véritablement nos rôles. Merci beaucoup, M. Abdoufal, d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous pour suivre cette autre information. Le ministre de la Gouvernance locale a organisé un forum à Kaolack. L'activité entre dans le cadre de la première édition de la FICA, Foire internationale de Kaolack. Le thème est enjeux et perspectives de l'acte 3 de la décentralisation pour le pôle Sine Saloum. Les acteurs ont salué la démarche et se sont engagés pour la concrétisation du projet. Compte rendu Claire Diop. Au-delà des aspects commerciaux, la foire internationale de Kaolack constitue une grande opportunité d'échange et de réflexion stratégique sur des projets et programmes intégrateurs à travers des forats. Pour cette journée dédiée aux collectivités locales, les acteurs ont partagé sur le thème « Enjeux et perspectives de l'acte 3 de la décentralisation pour le pôle Sine Saloum ». La question est majeure car elle répond aux soucis de prise en charge de certaines préoccupations des acteurs à la base. Il nous faudra faire preuve d'audace, faire preuve d'innovation,
mais surtout faire preuve de volontarisme. Et M. Ba l'a dit tantôt dans son discours. Nous sommes là dans un esprit constructif, dans un esprit d'ouverture. Nous sommes très ouverts à recueillir toutes les contributions des acteurs pour enrichir le débat sur la mise en place du pôle Sine Saloum. Les acteurs territoriaux du pôle Sine Saloum sont plus que jamais mobilisés. Le focus est mis sur le volet financement des projets. L'État, pour mieux accompagner les collectivités locales, a mis en place tout un mécanisme de financement à la disposition des acteurs territoriaux. Objectif, les aider à mieux prendre en charge les préoccupations des populations. Il s'agit effectivement de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires. Et quand je parle de ces textes législatifs et réglementaires, je pense déjà au Code général des collectivités locales, qui a mis en place toute une panoplie de ressources à la fois directes et indirectes auxquelles les collectivités locales peuvent effectivement accéder. À l'issue des échanges, des réponses concrètes ont été apportées. Le ministère de renouveler toute sa disponibilité à accompagner les acteurs pour la construction et l'opérationnalisation du pôle Sine Saloum. Le projet à terme vise le développement économique et social de cette zone qui regorge de potentialités, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du tourisme. Le chef de l'État s'est rendu cet après-midi à Yoff Layène à la veille de la 136e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Au nom du Khalif général El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye, le porte-parole Mamadou Lamine Laye et le coordonnateur Seydina Issa Laye ont marqué la satisfaction de la famille au président de la République pour les dispositions prises pour la réussite de l'événement. Au-delà de l'importance de l'événement, le chef de l'État a renouvelé son ambition de moderniser Yoff et Cambérène. Le point avec Oumar Nyinga. Comme il est d'usage, le président Macky Sall vient communier avec la communauté layène, déjà dans la ferveur de l'appel. Premier acte, ziar et salutations au Khalif général El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec Mamadou Lamine Laye, le porte-parole, et le coordonnateur Seydina Issa Laye, qui sont ici avec leurs frères et sœurs, des autorités administratives et autres dignitaires, membres de la famille. Le président Macky Sall est revenu sur l'importance de l'événement. 136e édition cette année, l'appel est un événement religieux de grande envergure. Raison de sa présence dans un foyer qu'il connaît d'ailleurs très bien pour avoir vécu l'événement plusieurs fois avant même son accession au pouvoir. Aujourd'hui, l'importance qu'il accorde à l'appel est encore plus affirmée. Les travaux de modernisation en cours à Yoff et Cambérène en constituent des éléments de preuve. Le coordonnateur Seydina Issa Laye a marqué la satisfaction de la famille de Seydina Limamou Laye pour les dispositions déjà prises pour la réussite de l'événement. En vérité, ce n'est pas une surprise, car, dit-il, le président Macky Sall est le premier chef d'État à évoquer l'événement en Conseil des ministres. Et cela, Layène ne l'oubliera jamais. La famille s'est réjouie de la démarche du chef de l'État visant à instaurer un climat de paix et de stabilité dans notre pays. Dialogue, oui, mais dans l'intérêt du pays, soutient Seydina Issa Laye. Il sera complété par Mamadou Lamine Laye, qui apprécie la posture du président Macky Sall, dont le rapport au pouvoir est fait de lucidité, ce qui est rare de nos jours. Dans l'ensemble, la communauté layène a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État, qui a une nouvelle fois démontré qu'il porte la famille de Seydina Limamou Laye dans son cœur. La cérémonie a pris fin avec des prières formulées pour un Sénégal de paix, mais aussi la réussite du président Macky Sall à la tête de notre pays. Justement, nous restons dans le cadre des projets du chef de l'État. La cité religieuse de la résidence du Khalif général des Layènes est en construction. Les travaux avancent à grands pas. L'ouvrage fait partie du programme de modernisation des foyers religieux initié par le président de la République Macky Sall. Seydina Alioune Fall nous fait le point.
La construction de la résidence du Khalife général des Layènes a démarré le 23 novembre 2016. La communauté layène salue cette décision du président de la République Macky Sall de moderniser les foyers religieux. Plus d'une cinquantaine de personnes s'activent ici, sur ce chantier. Nous sommes en avance de 1 mois sur le planning. Dans tous les cas, nous respecterons le délai, tout simplement du fait de ce qu'aujourd'hui, de l'importance que revêt la résidence. La résidence du Khalife général des Layènes en construction devrait être multifonctionnelle. On a aujourd'hui, après au moins 5 grands salons, on a aujourd'hui de grandes chambres, on a de très grands salons et l'architecture est extrêmement très belle. Pour ce qui est de la résidence, il est prévu 2 immeubles R+2. Un petit préau et un grand préau. En même temps, le fils du Khalife, Seydina Issa, souhaite derrière qu'on en fasse une extension pour incorporer la mosquée avec une extension qui fera derrière que c'est un complexe intégré. La résidence se trouve près de la mer. Ingénieurs et techniciens ont pris en compte tous les paramètres pour garantir la résistance de l'ouvrage. Comme aspect technique, en tant que technicien, donc nous sommes là pour vérifier toutes ces normes-là pour avoir une longue durée, donner une longue durée à l'ouvrage. Donc c'est ça notre rôle ici. Le fils du Khalife Seydina Issa Laye supervise la construction. Tous les jours, il se rend sur le chantier pour constater l'état d'avancement des travaux. Kilifa ak kilifa ñooy wax parce que lii mu tàmbalee ci loxoy kilifa président de la République du jaar ko ci kilifa la ay kilifa rek lay waxal vraiment projet la boo xamante ni am nañ ci yaakaar bu baax a baax. C'est un projet très important pour toute la communauté. Nous remercions le président de la République. bi delloowaat sunu cant ci moom bu baax sant leen mais sant équipe bi fi nekk. Cette résidence dédiée au Khalife général des Layènes fait partie de la politique de modernisation des foyers religieux au Sénégal initiée par le président de la République. L'ouvrage se dresse déjà fièrement. Les travaux sont en avance. La livraison est prévue au mois de juillet. Appel Seydina Limamou Laye, le dispositif sanitaire va graviter autour des postes médicaux. Certains d'entre eux sont fixes. C'est le cas du centre Philippe Maguilin Senghor. 13 ambulances médicalisées et plus de 200 agents de santé vont être déployés sur les différents sites de pèlerinage et de prière. Pour les grandes urgences, le SAMU national sera mis à contribution, nous dit Oumar Diaw. À quelques heures du 136e appel de Seydina Limamou Laye, Diamalaye procède aux ultimes réglages. Pour la couverture sanitaire de l'événement, le ministère met en avant les postes médicaux avancés. Dans le cadre de la couverture des événements religieux, le volet santé est extrêmement important. Nous allons fonctionner avec ce qu'on appelle des postes médicaux avancés au nombre de 7, mais aussi avec des postes fixes, dont le centre Philippe Senghor. Le dispositif s'étend au-delà des limites de Yoff. Il couvre les localités de Cambérène et d'Ongor avec plusieurs ambulances en service. Nous avons mobilisé 13 ambulances, dont des ambulances médicalisées, et un effectif supérieur à 200 éléments. Et parmi ces éléments, nous avons bien sûr des médecins, des urgentistes, mais également des infirmiers et des sages-femmes, sans compter les éléments de la Croix-Rouge et les préventionnistes qui sont tous mobilisés, à côté aussi des agents d'hygiène. Je peux dire que nous sommes prêts. Prêts pour faire face à d'éventuels cas, les autorités sanitaires ont une idée sur les cas d'extrême urgence. Nous avons également avec le SAMU mis en place un dispositif pour la prise en charge des urgences. Ce qui fait que s'il s'avère nécessaire d'évacuer donc des malades, les hôpitaux qui se trouvent au niveau de la région de Dakar sont également en état d'alerte. La prise en charge d'un bout à l'autre, c'est ce qui est prévu. Déjà, des dépistages du cancer du col de l'utérus ont été offerts aux populations. Et les équipes de soins et de veille sanitaire resteront en alerte au moins 48 heures après l'événement. Et c'est un important lot de matériel et de boissons qui a été gracieusement mis à la disposition du Khalife général des Layènes en cette veille de célébration du 136e appel du mardi. Ce don est du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance qui a été reçu par le porte-parole du Khalife. Sur place, des prières ont été formulées pour un Sénégal prospère et stable, nous dit Abassaou. En effectuant sa visite auprès du Khalife général des Layènes, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance n'a pas lésiné sur les moyens matériels et financiers. Pour cette 136e édition, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a tenu à effectuer ses déplacements auprès de la famille de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi qui avait annoncé Aguibo Daïlahi en 1886. Depuis cette année à nos jours,
les fidèles ne cessent de prendre d'assaut ce haut lieu saint, symbole d'une spiritualité et d'une dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à 2 jours de l'appel et c'est pour cela que nous sommes venus avec des kits d'eau, des kits de boissons, des nattes, des lave-mains et des kits cuisine et des enveloppes pour appuyer la famille, partager cette prise en charge parce qu'il y aura beaucoup de pèlerins. Donc c'est pour cela que nous sommes venus. Nous avons été reçus par le représentant du Khalif qui a proféré des bénédictions à l'endroit du président de la République, à l'endroit des familles pour le Sénégal, pour un Sénégal de paix. La prise en charge de ces milliers de fidèles nécessite des moyens conséquents. C'est pourquoi Maria Massar a mobilisé des kits cuisine, des nattes, des brouillards, des lave-mains, des bouteilles d'eau, des canettes de boissons et d'importantes enveloppes financières. Ces moyens matériels et financiers ont été mis à la disposition du Khalif général des Layènes via son porte-parole, Serigne Moussa Gueye. Dans sa réponse, il a salué les nombreuses actions de Maria Massar qui porte toute la communauté layène dans son cœur. Pour preuve, dira-t-il, à chaque appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, elle apporte son soutien et le soutien de l'État pour la réussite de l'organisation. Reprenant la parole, le ministre de solliciter des prières pour le président Macky Sall, la Oumma islamique et pour un monde de paix et de stabilité. À l'heure de la prière de Timis, sur ces sables fins de Yoff, le ministre a effectué sa prière avant de quitter le domicile du Khalif général des Layènes pour se rendre dans la zone réservée à la cuisine afin de constater le niveau des préparatifs. Le groupe Eiffage a entièrement rénové la maison des maires de Dakar. L'association des maires du Sénégal a remercié le PDG d'Eiffage pour son soutien. Le siège a été visité par les autorités. Compte rendu signé Awandiaï. La maison des maires, communément appelée la Villa Rose, est placée à l'entrée de la place de l'Indépendance. Les élus locaux sont heureux de recevoir le PDG du groupe Eiffage. Chose promise, chose due, la Villa Rose a été rénovée par le groupe Eiffage. Elle abrite les principales associations des élus locaux, l'Association des maires du Sénégal, l'Union des associations d'élus locaux, entre autres. Je disais tantôt qu'à l'entame de mon mandat, j'avais une simple intention. Vous imaginez bien que l'AMS n'a pas le budget pour s'offrir cela. Et c'est donc avec beaucoup d'audace que je suis allé voir mon grand frère Gérard Sénac pour lui dire que nous avions l'intention de rénover la maison des élus, la Villa Rose, mais que nous n'avions pas assez de moyens. Et je lui ai dit tout de suite, nous étions quand même prêts à mettre la main à la poche de façon symbolique et à contribuer. Au départ, il s'était agi de contribuer pour moitié du budget. On s'est rendu compte qu'à l'arrivée, que la contribution de l'AMS n'atteindra même pas les 35%. La maison des maires a retrouvé son lustre d'antan. C'est un siège qui assure toute aisance sur le plan matériel. Je considère que ce patrimoine qui existe au Sénégal, on doit en sauver une grande partie. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire, et l'histoire on ne va pas la refaire, l'histoire elle est là, et je crois qu'il y a certains bâtiments qui méritent d'être sauvés. Par contre il y en a d'autres qu'il faut effectivement sacrifier parce qu'ils sont souvent dangereux, et à ce moment-là on peut faire du moderne tout en gardant des bâtiments comme celui-là qui est au centre de la place de l'Indépendance. L'important c'est d'être arrivé à ce résultat, de pouvoir vous remettre très prochainement les clés, que vous puissiez aménager. Les membres de l'Association des maires du Sénégal sont fiers de redécouvrir ce haut lieu de la démocratie locale. La maison des maires avait perdu de son lustre. Eiffage a reconstruit ce patrimoine historique. Et nous ouvrons le chapitre consacré à Sandaga. Sandaga, c'est aussi un lieu à la croisée de deux célèbres artères, l'avenue Lamine Gueye et l'avenue Georges Pompidou. Chacune obéit à une histoire, mais elles ont toutes les deux en commun une dimension commerciale. Amadou Diouf et Seydina Alindjigo nous les présentent. Sandaga, point de rencontre de deux allées, juste à l'intersection des avenues Lamine Gueye et Georges Pompidou, prisées par commerçants, marchands ambulants, clients, pour leur position stratégique.
jaaykat yi ñu ngi fii parce que dugg fi soxee ko dafa yomb par rapport nga dem ci yeneen milieux yi. J'ai l'habitude d'acheter ici par rapport aux autres rues, peut-être que c'est ça. Ces deux avenues sont surtout deux symboles de l'histoire urbaine de la capitale du Sénégal. Elles font partie des constructions modernes dont bénéficiait à l'époque la nouvelle capitale de l'Afrique occidentale française au début du siècle dernier. Chacune avec sa toponymie et son étendue originelle. L'avenue Georges Pompidou, à laquelle William Ponty, son nom précédent, fait toujours de l'ombre, s'étendait jusqu'au début de l'actuelle corniche, avant qu'une partie ne soit débaptisée pour devenir l'avenue André Pétavin, du nom du premier ministre des Finances du Sénégal indépendant, décédé à 38 ans en 1964. En 1974, suite au décès de son ami dans ses fonctions de président français, Senghor fait débaptiser l'avenue William Ponty pour lui donner le nom de Georges Pompidou. L'allée s'étend désormais sur plus de 300 mètres, s'arrêtant juste devant le marché Sandaga, d'où se poursuit l'avenue du président Lamine Gueye, qui va du carrefour Sirnos à la place Soweto, soit 1,119 km. L'allée s'appelait à l'origine Gambetta. C'est à la suite de la Première Guerre mondiale qu'on a débaptisé une partie pour en faire l'avenue Maginot et l'autre partie l'avenue Gambetta. À la suite du décès du président Lamine Gueye en juin 1968, donc les autorités ont pris la responsabilité et ont voulu rendre hommage à un très grand homme d'État et ils l'ont appelé l'avenue Lamine Gueye. Tout autour de ces avenues, un arrêt datant de l'époque coloniale interdisait d'élever une habitation à plus d'un étage pour préserver la vue du monument Sandaga. Une norme qui a du mal à résister au temps. J'ai peur, parce que sous le prétexte du renouvellement urbain, le plus souvent les gens on est poussé à détruire pour pouvoir construire plus, je ne dis pas mieux, mais plus haut. Plus haut, plus bondé avec ses embouteillages monstres et plus commercial, amenant les riverains à louer tout ou une partie de leurs habitations. Certains ne se privent pas de se mettre aux affaires. Cette maison, au cœur de l'avenue Lamine Gueye, fait office de restaurant durant la journée. Il y a la demande en fait, il y a la demande et les gens passent. À chaque fois ils demandent, il y a tout le temps des étrangers qui demandent, qui cherchent un endroit pour manger. Et c'est ce qui a fait que ça fait maintenant des années qu'on fait ça. Retour à l'avenue Georges Pompidou, lieu privilégié des amoureux de Dakar by Night. Avec ses restaurants, fast-food, elle résiste tant bien que mal à l'engouement autour des autres places de divertissement de Dakar. Et parmi les extensions de Sandaga à la rue Tchonk, c'est cette rue parallèle à l'avenue William Ponty. Elle renferme toute une histoire avec la célèbre gendarmerie chez l'école Tchonk rebaptisée aujourd'hui Mame Yacine Diagne. Tchonk, c'est aussi le Pench de Mbor, fief de la collectivité Lébou. Faisons la connaissance de cette rue avec Fanta Badji. La rue de Tchonk d'avant les indépendances avec quelques bâtiments construits par les colons. Ici, nous avons la célèbre école Tchonk, d'où sont sortis pas mal de cadres de l'administration sénégalaise. Le bâtiment est gardé tel quel, plus d'un demi-siècle après. D'anciens pensionnaires de l'école se souviennent encore de l'époque où les élèves étaient immatriculés. 52-53, 1949, avec Madame Fall, qu'on appelait Oulimata Ba. On ne payait pas les fournitures. Même la tenue, on payait.